finale est présentée dans l'Est de la Ligue. Voici les 11 de départ, à commencer par les locaux. Atlanta United, Brad Guzan est dans les buts, international américain. En défense, c'est à 3 que ça va se faire. Laurentowicz, Parkers et Gonzalez Pires qui ont été très bons tout au long des séries éliminatoires. Eric Remedi, la sentinelle, c'est lui qui va s'occuper notamment de Diego Valeri. Sur les ailes, Escobar et Garza. Gressel et Nagbe seront le lien entre la défense et l'attaque. Almiron, il est hyper talentueux pour une dernière fois sur un terrain nord-américain. Pour l'instant du moins, il sera là ce soir. Et à la finition, la machine, le recordman surtout de la MLS, Joseph Martinez. Voici maintenant le 11 des Timbers de Portland avec Jeff Attinella dans les buts. En défense, retour au jeu pour Laris Mabiala avec Liam Ridgewell. Ils ont été très bons dans cette fin de saison. En milieu de terrain, vous avez Diego Chara, véritable coupe-bordure de la MLS avec David Guzman pour animer l'attaque. Polo, Blanco sont sur les ailes et Diego Valeri qui est assurément le joueur par excellence des séries jusqu'à présent. En pointe, Jérémy Ebobisse dans un 4-2-3-1 qui a fait les succès des Timbers de Portland pendant une bonne partie de la saison et surtout en séries éliminatoires. À l'instant, on va se tourner vers Nicolas Amartino qui est à son poste sur les lignes de côté. Nicolas. Messieurs, sur le plancher des matchs en ce moment, c'est exceptionnel ce qu'on vit. Le bruit dans ce stade, honnêtement, c'est assourdissant présentement. Et je vais vous parler de deux joueurs qui ne devaient pas jouer le match de ce soir. Michael Parkhurst, défenseur central d'Atlanta United, s'est blessé à la cheville et était blessé assez sérieusement. Il a tenu à jouer le match de ce soir. De l'autre côté, un autre défenseur central, Laris Mabiala, s'est blessé lors du dernier match également. Lui aussi était mal en point et jusqu'à hier, Mabiala ne devait pas disputer le match, mais il a tenu à le jouer. Il a dit à son entraîneur, je suis capable de le jouer, et donc il est sur le 11 partant de son équipe ce soir. Ouais, merci Nicolas, c'est la troisième fois dans l'histoire que les deux équipes se rencontrent, j'aimerais dire la jeune histoire. À chaque fois les matchs s'étaient soldés par des nuls, 1-1 de chaque côté. Est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui, en fait on devra faire absolument un gagnant à la fin de ces 90 minutes, si ce n'est qu'il y aura de la prolongation. Tata Martino, un des entraîneurs, un ancien entraîneur notamment du FC Barcelone, un des plus réputés au monde, qui sera probablement le sélectionneur mexicain d'ici quelques jours. Un dernier match à jouer ici à Atlanta où il est adoré par les partisans georgiens. Est-ce qu'il est en mesure de mener son équipe à la terre promise, parce que cette coupe, on l'a donné en début de saison et tout au long de l'année à Atlanta United. On a l'impression que c'est leur destin, mais devant aussi pour casser la fête les Timbers de Portland qui ont beaucoup de succès et qui ont déjà goûté à ce titre. En 2015, c'était cette fois-là, encore là sur la route, c'était à Columbus. Merci d'être avec nous ce soir. C'est un bonheur de vous avoir pour une dernière fois dans cette saison 2018. C'est parti! La finale 2018 de la Coupe MLS. Ballon qui est sur la droite avec Portland déjà. En possession, ça va sortir et j'ai l'impression que Vincent, que ces 45 premières minutes, c'est presque un cliché sportif, mais ça sera essentiel dans la physionomie de ce match. Effectivement, surtout pour les visiteurs, parce que Atlanta, lorsqu'ils menaient à la mi-temps tout au long de l'année, ils ont toujours gagné le match. 11 fois c'est arrivé, 11 fois ils l'ont emporté. Alors pour Portland, dans l'enfer du Mercedes-Benz Stadium, c'est excessivement important qu'après 45 minutes, ils se donnent une chance en restant au minimum au coude à coude avec leurs hôtes d'Atlanta. Giro Savarese en est une 5e finale consécutive, lui qui a mené les Cosmos de New York à 4 titres de la NASL. Le voilà maintenant avec en finale sa première saison MLS avec les Timbers de Portland. Ballon devant l'intention de Martinez, ça a été intercepté par Liam Ridgewell. Valentin dans la profondeur, à la poursuite c'est Gonzalez Pires, ça va rejoindre les pieds du défenseur et remet calmement jusqu'à Michael Parkhurst. On voit les joueurs de Portland qui mettent de la pression pour
pour tenter de rester dans les 40 derniers mètres, avec notamment Diego Chara qui a fait une superbe course pour limiter les options de relance à Atlanta. C'est intéressant de voir le comportement du bloc de Portland. Je pense que c'est suicidaire pour eux de presser trop haut ou de défendre trop bas. C'est vraiment un bloc médian, très agressif, compact, qui peut leur donner une chance dans cette finale. Alors maintenant, c'est Parker et puis Larentowicz, deux des vétérans de cette équipe. Ils ont participé à la finale de la Coupe MLS en 2007 ensemble avec leur évolution de la Nouvelle-Angleterre. Passe de pénétration. González Pires arrive dans la moitié de Portland. Remet sur la gauche pour Greg Garza. Il y a une course derrière. C'est Gressel. Le drapeau reste baissé. Il est en jeu. La bonne pression de Valéry et les Bobissé en combinaison. Ballon qui va sortir pour rester dans la moitié des Timbers. Nagbe et puis Escobar. Poursuivi par Guzman, n'a d'autre choix que de s'appuyer sur sa défense, Larentowicz. J'aime bien en tout cas ce n'est que 2 minutes de jeu, mais j'aime bien l'engagement que montre Portland dès le début. C'est la clé du succès pour eux. Ils peuvent peut-être pas prétendre être plus talentueux qu'Atlanta, mais ils peuvent prétendre faire un meilleur match. Mais la clé, c'est l'engagement physique. Ouverture donc transversale pour Escobar dans la surface. Il a Villafaña remet derrière. Premier coup de semence pour Atlanta United. Il survient à la 3e minute. Ouais, on a semblé signaler un hors-jeu sur l'action. Pour cette passe en direction de Escobar, qui s'en est un petit peu plein d'ailleurs auprès de l'arbitre. Ça reste une alerte, quoi qu'il arrive, parce que le jeu s'est déroulé. C'est seulement après coup que les acteurs s'en sont réellement aperçus. Alors on a vu que c'est passé côté droit avec Escobar qui a été flamboyant face aux Red Bulls de New York. Ballon joué rapidement par les Timbers en milieu de terrain. C'est intercepté par Escobar. Valentin va ouvrir et remet sur la droite. Combinaison avec Polo, mais sous la pression de Gressel n'a d'autre choix que de remettre sur son gardien de but. L'arbitre du match ce soir, M. Alan Kelly, qui a été nommé officiel de l'année dans le circuit Carver. C'est la 3e fois en 4 ans qu'il est nommé meilleur officiel. Blanco s'est blotti entre les lignes, mais finalement repris par Nagbe, son ancien coéquipier. Ah, dommage, là, il a manqué d'explosivité parce que Valéry l'avait mis dans de bonnes conditions. Blanco, auteur du but le plus spectaculaire de ces séries éliminatoires, qui fait faute sur Darlington Nagbe. Il était spectaculaire, il était importantissime aussi le but de Sébastien Blanco, parce que Portland était vraiment dans les câbles en finale retour face à Kansas City. Sans ce but, sans cet instant de créativité, cette inspiration typique des grands joueurs, Portland serait peut-être pas en finale aujourd'hui. Michael Parkhurst cherche un premier appel. L'autre choix que de remettre sur Larentowicz. Ballon piqué, l'intention d'Almiron dans ses premières touches de balle dans ce match pour le Paraguayen. Ballon intercepté par Nagbe, écarte jusqu'à Escobar. Le voilà dans le dernier tiers. Escobar veut centrer. Premier poteau, ballon qui sera finalement repris par Attinella au nez de Joseph Martinez. Et pour l'instant, plusieurs incursions côté droit de l'attaque d'Atlanta. On voit une belle activité de Diego Chara, mais il y a un surnom qui se crée notamment avec Julian Gressel, qui semble prendre l'espace entre les lignes dès que Miguel Almiron est sollicité et donc attire vers lui les milieux défensifs. Mabiala et Ridgewell. Verra jusqu'à Blanco. Guzman, oh, attention, ballon à bout de pied là. Ça met dans Chara dans de fâcheuses dispositions. Ballon qui est finalement rempli par Gressel entre les lignes. C'est pour Nagbe, passe devant Chara. Nagbe, l'extérieur du pied. On a poussé Martinez, mais l'arbitre Alan Kelly n'en fera qu'un. Et ça, c'est le Liam Ridgewell que je veux voir ce soir. Le Liam Ridgewell qui était capitaine en 2015, qui avait soulevé le trophée pour les Timbers. Il s'est un peu perdu cette saison. Il n'était pas dans les faveurs de Giovanni Savarese, mais il s'est retrouvé au bon moment dans les séries éliminatoires avec cet engagement qui lui est si caractéristique. Il n'hésite pas à jouer avec son corps, à être physique, à utiliser ses bras. Il est toujours à la limite des fautes, mais là-dessus, ça a été salutaire pour Portland. Ballon
C'est devant face au but. Larentowicz sous pression n'a d'autre choix que d'envoyer sur les lignes de touche. Ça permettra à Portland de remonter le terrain. Remise en touche pour Villafania. On va profiter de cet arrêt de jeu pour aller vers Nicolas qui est au milieu du terrain. Nicolas. Messieurs, depuis le début du match, c'est tellement bruyant que Tata Martino et son assistant entraîneur essaient de s'adresser à Franco Escobar et ils sont incapables de lui parler parce qu'il y a trop de bruit dans le stade. Donc à un certain moment, ils se sont tout simplement résignés. Ils se sont rassis sur le banc et ils étaient incapables de communiquer avec lui tellement le bruit était fort dans ce stade. La relance se fera par les pieds de Michael Parkhurst. Avec Larentowicz, on réussit à bien bloquer le relais à Parkhurst. Ne trouve pas Remedi, notamment devant lui. C'est ce que cherche à faire Portland. Ça, c'est l'unité collective défensive de Giovanni Savarese. On est assez concentré dans l'axe et on invite l'adversaire soit du jeu direct, soit écarté sur les ailes. Et dans ce cas-là, il y a tout le bloc qui vient presser pour récupérer le ballon. Voilà Remedi qui reprend. Écarte sur la gauche, c'est à l'intention de Garza qui a réussi à garder en jeu. Garza toujours devant Valentin. Mais derrière, c'est pour Gressel. Glisse pour Garza. Et Valentin avait suivi l'action. Il est à bout de pied. Alors reprise sous la pression incessante d'Atlanta, c'est par Remedi pour Garza avec Almiron. Almiron a voulu passer derrière cette défense, mais personne n'y plongeait pour Atlanta United. On arrive à la 9e minute de jeu, c'est 0-0 toujours. Important le rôle des latéraux de Portland dans ce match parce que Atlanta écarte tellement le jeu. Greg Garza d'un côté, Franco Escobar de l'autre sont sur les lignes de touche tout le long du jeu et ça fait en sorte que pour un Valentin notamment, alors il faut faire attention à ne pas concéder trop d'espace, mais il faut aussi faire attention à ce que l'adversaire ne saisisse pas l'opportunité pour envoyer une passe dans l'intervalle. Michael Parkhurst, qui est dans sa 5e finale en carrière, a perdu les 4 dernières. A perdu notamment en 2015 et était de l'édition 2015 du Crew de Columbus qui avait baissé pavillon face à ces mêmes Timbers de Portland. Alors il y a un peu de vengeance, j'ai l'impression, dans le cœur du défenseur américain. Garza veut centrer. Rejeté de la tête par Laris Mabiala et c'est repris en milieu de terrain par Blanco. Il doit se méfier de 2 joueurs, ça s'est refermé sur lui. Remedi a réussi à lui soutirer. Véritable aspirateur pour Atlanta United dans ses séries éliminatoires. Mais il a besoin davantage d'options, Blanco. Alors on attend de lui, de Valérie notamment, qu'il aide le bloc de Portland en ayant un peu plus de créativité, mais en même temps on doit lui donner une option, notamment je pense à Idobissé. Course de pénétration de Remedi, il a été stoppé par Chara. Ballon finalement repris par les Timbers. L'espace côté droit. Mabiala pour Valentin qui faisait un appel insistant devant. Avec Polo. Puis Chara. Villafania. Laisse pour Blanco. Villafania en course dans le couloir. Accroché, élimine un premier défenseur, il est passé. Villafania derrière, ça a été intercepté par la couverture de Michael Parkhurst. Repris par Valérie, cherchait une faute. Mais ça joue, on dit qu'on était au ballon chez l'arbitre Alan Kelly. Voilà Almiron et cette contre-attaque d'Atlanta. Il est sur la droite, tout droit rapide. Almiron toujours. Ridgewell est intervenu, croque en jambe. Est-ce que Alan Kelly va sanctionner? Faute technique, voire cynique au départ d'Almiron, alors que Savarese prétend qu'il a plongé. Ouais, Leandro González Pires et maintenant Michael Parkhurst qui viennent parler à l'arbitre. Alors Parkhurst, il est dans le rôle du capitaine. C'est lui qui normalement doit s'adresser à l'arbitre et il est venu s'interposer pour pas que son coéquipier en défense éventuellement prenne même un carton pour contestation. Ce qu'on voit, c'est la faute de Ridgewell. Là, il va s'en sortir avec un avertissement verbal. Mais là, maintenant, il est dans le collimateur de l'arbitre. Et on est seulement à la 10e minute de jeu. On va aller vers Nicolas Martino. Nicolas. Ouais, messieurs, présentement Giovanni Savarese est hors de lui et la couleur de son visage ressemble à la couleur du chandail d'Atlanta United. Il estimait que ce n'était pas une faute parce que c'était exactement la même chose qu'il avait vécu avec Diego Valérie quelques instants plus tard à peine. Bon, au final, on est sur la gauche du filet de Tinella.
Il y aura coup franc. Et attention dans ce département, Atlanta United a été bon en séries éliminatoires. A marqué notamment face au NYCFC. Au ballon, il y a Gressel qui est un bon centreur, mais aussi Almiron, le numéro 10. On a envoyé dans la surface, tout près de la surface, je devrais dire, les défenseurs. Méfiez-vous de Larentowicz, de González Pires notamment aussi. On est à la 12e. Almiron, Gressel plutôt. Au premier poteau, intercepté par Villafaña. Renvoi derrière la ligne de but. Ça sera coup de pied de coin. Ah, c'était plutôt bien tiré de la part de Gressel. Après la fin de tir de Miguel Almiron qui a pu déstabiliser un peu les défenseurs de Portland. Attention aux contre-attaques aussi des Timbers sur les coups de pied arrêtés dans les 30 derniers mètres. Si jamais ils arrivent à relancer, à s'interposer dans les airs, ça peut aller très vite devant. Il y a Diego Valeri qui est aux avant-postes. Combinaison Gressel et Almiron se peu derrière lui. Réussi à remettre à Darlington Nagbe. Pour Almiron, les défenseurs sont restés devant. Dans la surface, Almiron, une feinte. Renvoi en celle-ci. Ballon qui aboutit directement dans les mains de Jeff Attinella. Fin de la menace. Et toujours pas de tir à signaler des deux côtés malgré la pression d'Atlanta. Et leur mainmise sur le jeu. D'ailleurs, dans la rare incursion de Portland dans les 30 derniers mètres, on a vu le danger que ça pouvait créer. En transition, on a un Miguel Almiron qui est ultra rapide et qui crée des feux un peu partout. Valentin sous pression pour Attinella qui renvoie en milieu de terrain. Ça sera géré par la défense d'Atlanta United. Deuxième ballon abouti dans les pieds de Villafaña sur la gauche. Ridgewell jusqu'à Attinella. On juge qu'on a fait faute sur Gressel. C'est Guzman au contact. Ça va permettre à Atlanta de reprendre possession. Et on voit quand même le coude un petit peu élevé de Guzman sur la séquence. Julian Gressel, je vous ai dit que dans l'histoire, il y a seulement eu 2 matchs entre les deux équipes. C'est lui qui a les 2 seuls buts d'Atlanta contre les Timbers dans l'histoire. Escobar. Derrière pour Larentowicz. Encore une fois, relais de Parker se couper devant. Tente la profondeur. Gressel, première intention de centrer. Intervention de Mabiala devant Martinez. Oh que c'est chaud. Oh que c'est chaud. Limite, et je vous rappelle qu'en temps réel, il y a un arbitre vidéo qui visionne les mêmes reprises que vous. De ma position, Frédéric, j'avais l'impression vraiment que c'était un cas de pénalty. Parce que Joseph Martinez avait le dessus, c'est clair. Il me semble que la jambe du défenseur d'Atlanta est venue entraver sa course. Et regardez, il porte sa main à l'oreille, Alan Kelly, l'arbitre. Pour l'instant, le gardien. Et regardez, Laris Mabiala, c'est très limite. C'est très limite parce que Joseph Martinez avait touché au ballon. Et Laris Mabiala vient faucher l'attaquant vénézuélien. Et l'arbitre vidéo, c'est M. Chris Benso. Alors, on fait signe de jouer. Ça joue, ça joue. Alors, Chris Benso à la vidéo n'a pas cru bon revenir et donner penalty à Atlanta United. Après avoir vu la reprise, je te dis que c'est chaud, c'est limite, mais on est cohérent avec l'arbitrage vidéo parce qu'on veut changer une décision lorsqu'on est certain qu'il y a une erreur manifeste. Là, quand on regarde cette reprise, je pense qu'on pourrait avoir un débat pendant longtemps, donc c'est peut-être pas un cas d'erreur manifeste. On continue à jouer. Un peu de fébrilité tout de même pour Laris Mabiala et les Timbers de Portland. Bonne pression des Timbers. Ça force Guzan à renvoyer en touche. Ça sera repris par les visiteurs. Mabiala qui était blessé tout au long des séries est de retour ce soir. Ça pourrait faire du bien à cette défense, particulièrement sur les duels aériens. Mabiala est assurément le meilleur joueur de cette équipe dans les airs. Martinez, oh attention, c'est Almiron qui va fondre sur le dernier de défensif. Il a été repris par Diego Chara qui ne ménage pas les efforts. Oh, il est incroyable ce joueur, il est incroyable. Quelle course! Il n'y a pas grand monde qui peut égaler la vitesse de Miguel Almiron, mais Chara, oui.
Valentine derrière jusqu'à Mabiala. Pour l'anglais Ridgewell. Transversal à l'intention des Beaubissé. On a assez la profondeur. L'idée était belle tout de même. Tenter de fendre cette défense. Un peu trop long pour l'attaquant des Timbers. Ouais, elle est là la différence. C'est que normalement, c'est l'appel qui fait la passe. Ici, c'est la passe qui a fait l'appel. Et Beaubissé a semblé presque surpris au départ du ballon, alors qu'il aurait dû proposer cette option. C'est le problème peut-être du côté de Portland. Hein. La question du numéro 9, de l'attaquant. Il a gagné sa place, et Beaubissé, mais il a encore une belle marge pour aider encore plus ses coéquipiers. Voilà Villafaña avec Blanco, on tente la combinaison. Villafaña est passé. Un crochet. Il est repris finalement par Escobar. Almiron réussit à tourner. Il a Blanco devant lui. Toujours en conduite de balle. Almiron pour Martinez. Première touche un peu lourde. Ça permet, j'allais dire, aux Timbers de reprendre le ballon. Il y aura toutefois faute aux dépens de l'attaquant d'Atlanta. Joueur par excellence, hein, Joseph Martinez. Voilà un autre Diego Chara qui pourrait être dans le 11 idéal d'une équipe de la MLS. Mauvais relais de la part de González Pires. Perte sèche pour Atlanta. Regardez Diego Chara. C'est pas un joueur offensif, il marque pas des buts, il n'a pas des passes, mais c'est peut-être le meilleur joueur de Portland. En tout cas, c'est le porte-bonheur. Les 20 derniers matchs qu'il n'a pu disputer avec ses coéquipiers, les Timbers n'ont pas réussi à gagner. Quand il est absent, Portland ne gagne pas. Alors, on peut se raccrocher à cet espoir aujourd'hui. Il est bel et bien présent et on l'a bel et bien vu depuis le début du match. Martino peut être confiant pour son équipe à ses 12 derniers matchs à domicile. Atlanta United est invaincu, 9 victoires et 3 matchs nuls durant cette séquence. Un coup franc là, sur la droite du filet de Brad Guzan. On est assez loin. C'est Valérie qui sera au service. Mabiala et Ridgewell ont été amenés devant. Alors entrant, point de pénalty rejeté par Laurent Witt et repris à l'extérieur par Nagby. Est-ce qu'on peut exploser vers l'avant chez Atlanta United? Très belle présence de Sébastien Blanco. Bel effort félicité même par Tata Martino. Entre compatriotes argentins. Blanco et Valérie, c'est presque tous les buts des Timbers de Portland dans ces séries éliminatoires. 78% des buts de l'équipe. Attention, Guzan doit se méfier des Beaubissé. Envoie sur Garza au duel avec Valentine. C'est finalement gagné par les Timbers. Il a été très bon avec Valentine dans les airs aussi en série. Chara envoie au sol et envoie dans l'espace sur la gauche pour Villafaña en course. Messieurs, Tata Martino et ses entraîneurs adjoints ne sont toujours pas revenus là, de la décision qui les a privés d'un penalty. Ils ont appelé les arbitres, ou en fait l'arbitrage. Ils ont dit c'est atroce depuis le début de ce match, ce qu'on est en train de vivre ici. Et de l'autre côté, eh bien, l'entraîneur des Timbers de Portland, pas plus content, lui aussi a l'impression que l'arbitrage présentement est à l'avantage d'Atlanta United. À ce premier dans le sport professionnel, les entraîneurs qui sont moins contents avec le travail des officiels. On n'a jamais vu ça. Alors, devant, intervention de Mabiala au nez de Joseph Martinez. Pour l'instant, cette défense de Portland tient. Contre-attaque maintenant, Valérie. Attention, doit se méfier de Gressel en repli. C'est finalement Gressel qui fait faute sur Valérie. Et ça va pas arranger le cas de l'arbitre auprès de Tata Martino. Il ne faut pas croire, c'est pas parce qu'il y a une assistance vidéo que le rôle de l'arbitre central est moins important. Au contraire, je vous ai dit tantôt qu'elle est là pour éventuellement changer une décision s'il y a un cas d'erreur manifeste. Je vous assure que si Alan Kelly avait signalé penalty, la vidéo n'aurait pas changé la décision non plus, parce que ça aurait été un débat qui aurait été long à avoir. Donc si Alan Kelly siffle penalty, il serait tenu, il ne le siffle pas, on s'y tient également. On répète ce ménage chez Valérie qui renvoie assez tendu dans la surface. C'est repris en milieu de terrain par Valérie qui donne dans les pieds de Valentine. Valérie, son service est au second poteau.
C'est Brad Guzan qui va intervenir sans problème et relance aussitôt à la main dans les pieds d'Escobar. On a passé les 20 premières minutes de jeu. On cherche toujours un marqueur dans ce match. Un Portland qui fait bien au niveau de son bloc, comme on avait mentionné un peu plus tôt, un bloc qui se tient à peu près en 30-35 mètres, compact, qui n'a pas concédé énormément d'occasions, loin de là, puisqu'Atlanta n'a toujours pas inquiété Jeff Atinella, pas de tir au but. Par contre, avec le ballon, il faut que les Timbers fassent un peu mieux pour espérer l'emporter. Larentowicz renverse, c'est pour González Pires. Tente de trouver Escobar sur la droite qui renvoie dans la surface. Ridgewell en panique a renvoyé à l'extérieur de la surface. Encore une fois, Ridgewell de la tête veut sortir de chez lui, mais c'est repris par Almiron finalement qui rabat au sol et donne dans les pieds de González Pires. L'attaque peut se poursuivre pour Atlanta. On s'en va sur la gauche pour Garza avec une course de Gressel derrière la défense. Sur la Gressel dans le coin du terrain devant Diego Chara. En combinaison avec Garza, c'est joli. Premier poteau, c'est pour Mabiala, c'est passé au-dessus. Il a fallu Ridgewell en couverture pour permettre aux Timbers de reprendre. Voilà Villafania qui en va devant. Ballon aussitôt intercepté et étouffé par Larentowicz. Nagbe maintenant, la frappe de Nagbe. Et ben là voilà, la première frappe du match. Elle est là de Darlington Nagbe, l'ancien de Portland. Et écoute, on a vu sur la séquence de jeu à quel point on est dynamique côté d'Atlanta. On a commencé côté droit où Escobar arrive continuellement à trouver de l'espace, notamment dans le dos de Villafania. Ça a continué côté gauche. Et avec notamment Diego Chara qui avait été exporté sur le côté, il y avait beaucoup d'espace pour avoir un surnombre plein axe. Et Darlington en a profité, Darlington Nagbe, pour envoyer ce premier tir de la rencontre. Polo maintenant qui renvoie jusqu'à son gardien Atinella. Ballon bien géré par González Pires qui reprend devant Valéry. González Pires a fait partie des nommés au titre de défenseur de l'année en MLS en compagnie de son coéquipier Michael Parkhurst. Respectivement, ils ont terminé 4e et 3e au scrutin. 2 ans de suite que González Pires est nommé d'ailleurs à ce titre. Ballon d'Escobar qui passe de bord en bord. Ça va retrouver Greg Garza sur la droite d'Atinella. Le centre de Garza pour Nagbe. C'était repris de la tête, mais remis hors cadre par l'ancien des Timbers. Et ça, c'est un schéma qui est appelé à se répéter parce que, comme je vous le disais, Portland, le bloc est très concentré dans l'axe. C'est une invitation à exploiter les ailes. Ça tombe bien. On en a des joueurs sur les ailes côté Atlanta. On a même 2 joueurs qui sont dédiés à jouer dans le couloir. Escobar à droite, Garza à gauche. Et pour l'instant, ils en profitent. Mais les centres ne trouvent pas preneur. Parkhurst. Mabiala renvoie derrière la défense. Parkhurst devra se méfier de Valéry. Belle feinte pour s'acheter du temps. Ballon qui va sortir derrière la ligne de but. Diego Valéry, joueur par excellence en 2017 en MLS. Et pour l'instant, Vincent, meilleur joueur de ces séries éliminatoires. On pourrait avoir un débat avec Miguel Almiron, mais s'il y avait un trophée à donner maintenant, ce serait Diego Valéry qui le mériterait. Ah, c'est vrai, avec ces 5 buts notamment, c'est difficile de faire mieux. Et quand on sait le peu de chance que s'est créé Portland tout au long des matchs, alors justement, on parlait de Diego Valéry, il l'a pris dans le bas-ventre. Et il reçoit un petit peu d'aide d'un adversaire. En l'occurrence, il n'y a plus d'uniformes qui tiennent. On est tous solidaires dans ces cas-là. Pendant un moment, Vincent, j'ai eu un flashback de la finale de 2015. Il y avait une erreur du gardien de but du Crew de Columbus qui avait profité aux Timbers. Ouais. Ça leur avait permis de marquer d'ailleurs. Après seulement 27 secondes de jeu, Diego Valéry avait marqué en profitant d'une erreur de Steve Clark, qui est aujourd'hui un membre des Timbers de Portland. Ça, c'est l'ironie du sort, qui pourrait peut-être soulever le trophée ce soir. Remedi. La relance du milieu trouve les pieds d'Almiron. Beau geste.
Une petite déviation, trouve Joseph Martinez. Glisse, c'est pour Darlington Nagbe, trop appuyé comme passe. Voilà, dans la finition, il faut s'améliorer. Mais regardez la création. Parce que Miguel Almiron, il avait une toute petite poche d'espace derrière Guzman et Chara et devant Mabiala. Et on a réussi à le trouver. Quand je vous disais que cette équipe, notamment en défense, a des joueurs qui sont capables de créer, de trouver les ouvertures, sont habiles en relance. Regardez cette passe comme elle est belle. Et en une déviation, Almiron crée une chance de marquer. Ça va vite, c'est direct et c'est beau. Pour Atlanta United, c'est assez irréprochable depuis le début. Les voilà qui réussissent à remettre la main sur le ballon. On approche de la demi-heure de jeu, toujours 0-0. Deuxième équipe du championnat cette saison, Atlanta United. Pour ce qui est des Timbers, ce sont les invités surprises de cette finale. Ils ont terminé 5e de l'association de l'Ouest. À chacun de leurs rendez-vous, ils étaient négligé. Ça a été le cas contre Dallas, ça a été le cas contre Seattle et Kansas City, et à chaque fois ils ont réussi à éliminer leur adversaire qui était sur papier plus fort qu'eux. Voilà, ce que vous voyez, c'est Giovanni Savarese qui prend le temps après que le ballon soit sorti touche pour indiquer à ses joueurs pourquoi Miguel Almiron est tout seul. On ne peut pas prendre le temps parce que parfois ça joue très vite, extrêmement vite. Et en l'occurrence, il faut être alerte, bien concentré, être tout le temps prêt à avoir une belle couverture défensive, parfois une couverture préventive pour empêcher Almiron de toucher le ballon dans les 30 derniers mètres. On combine sur la droite du terrain pour Atlanta. Nagbe, Escobar, le remettre derrière jusqu'à Larentowicz, mais ça a été intercepté par Blanco, qu'on a un peu vu dans ces dernières minutes. Alors repris par Gressel. Ouf, c'est Blanco qui s'est jeté dans les pieds de l'Allemand, mais ça joue de l'arbitre. Kelly Garza veut centrer pour Almiron. Quel arrêt! Belle parade d'Attilila qui a réussi à rejoindre ce ballon qui manquait peut-être un peu de vélocité compte tenu du fait qu'Almiron est en déséquilibre. Ouais, effectivement, il a un peu écrasé sa reprise. Et au départ de l'action, c'est Julian Gressel qui fait un jeu exceptionnel. Parce que là, ça partait dans son dos. Il est présent. Et quand le jeu se décale à gauche, regardez comme on est un peu plus exposé défensivement. Il y a de l'espace, il y a seulement 2 joueurs d'Atlanta, mais ils ont de l'espace. Malheureusement, Miguel Almiron, tu l'as mentionné, est en déséquilibre, écrase un peu sa reprise et Jeff Attinella peut intervenir. Ça reste le premier tir cadré de cette rencontre. C'est Gressel qui est au drapeau de pointe pour le service. Ça joue des mains dans la surface. Attention, González Pires, puis Larentowicz, ballon de bord en bord. Ça a été repris à bout de pied, voilà Villafania qui amène les siens devant. Les Timbers ont tenté d'en profiter alors que les défenseurs sont restés derrière. Remedi. Donne sur la gauche pour González Pires. On s'y remet. Atlanta United dans le sens du but. Nagbe. Remedi. Trouve la solution avec González Pires qui s'insère au centre. Ballon stoppé par Diego Chara. Et Bobissé dans l'espace pour Polo. Voilà l'attaque rapide de la part des Timbers de Portland. Polo en conduite de balle. Mais les frères Romain, c'est à l'intention de son coéquipier Valéry, mais ça a été intercepté. C'était la première contre-attaque assez bien menée par Portland dans ce match. C'est la demi-heure de jeu, j'ai l'impression que les deux équipes là, sont sur le point d'ouvrir la machine, offensivement j'entends. Et pour ça, il faudrait que cet homme-là, Jérémy Ebobissé, en fasse plus. Vous n'avez pas entendu beaucoup son nom depuis le début du match. C'est normal, il n'a touché
que 4 ballons. 4 ballons en 30 minutes, c'est l'attaquant de Portland. Et ça me dérange. On sait que Portland n'a pas beaucoup de possession, d'accord. Mais lorsqu'on ne touche pas beaucoup de ballons, on doit au moins s'impliquer physiquement, aller déranger les défenseurs, revenir en pivot, donner des solutions à ses partenaires. Il ne le fait pas assez, sauf sur la dernière séquence où il a fait une bonne déviation. Et c'est pas pour rien que Portland a mené une bonne contre-attaque. Portland en possession dans la fournaise d'Atlanta. Chara le remettre pour Valérie. A raté ce ballon. González Pires tente de remettre devant. C'est repris par Garza. Voilà Martinez. Sur la gauche pour Greg Garza. Valentin va le fermer, mais Garza centre à l'intention de Martinez. C'est Mabiala qui est sorti de la tête. C'est repris là par Polo. Ballon dans l'espace pour Ebobisse. Il est escorté par Michael Parker. C'est Ebobisse a voulu donner pour Valérie, ou plutôt Blanco qui allait d'une course, la plein axe. Almirón trouve tout le temps l'espace alors qu'il a deux milieux défensifs, reste constamment sur le dos. Il n'est pas loin d'eux, mais on arrive à le servir en plus. C'est ça qui est remarquable. Il éclaire vraiment le jeu. Il essaie de jouer rapidement en une touche. Il fait des déviations sur les côtés. J'aime beaucoup un Paraguayen qui joue probablement son dernier match et qui livre la marchandise. De servir Ebobisse qui fonçait sur cette défense, notamment Jeff Larentowicz, mais l'attaquant des Timbers fait faute sur Larentowicz, un des joueurs les plus expérimentés en MLS. À 35 ans, a déjà une coupe MLS, Jeff Larentowicz, avec les Rapids du Colorado en 2010. Jusqu'ici fait le gros du jeu. Larentowicz. Parkhurst. Larentowicz tente de déclencher à l'intention d'Escobar. Trop appuyé comme ballon. En voie de battre le record d'assistance, Vincent. En fait, ce n'est qu'une formalité. Le record d'assistance pour une finale MLS, c'est 61 316 spectateurs. C'était au Gillette Stadium en 2002. C'était le Ligue Alexis qui l'avait emporté contre le Révolution de Nouvelle-Angleterre. C'est assuré ce soir. Atlanta United aura le nouveau record. Escobar incapable de prolonger pour Miguel Almirón. Ce sera un ballon pour les Timbers sur le côté. Le rythme qui retombe un petit peu là depuis quelques instants. La circulation de balle est moins rapide côté Atlanta. La foule d'ailleurs qui a un rare moment de calme. Non, ça y est, les applaudissements reprennent. Et pour l'instant, c'est mission accomplie pour Portland qui ne crée pas grand-chose mais qui tient le coup. Si on peut rentrer au vestiaire avec ce score de 0-0 et faire douter Atlanta, comme ils n'ont probablement jamais douté cette saison. Regardez, Tata Martino qui ne respire pas une grande sérénité pour l'instant. Guzan sous la pression doit jouer long. Ça sera géré là-bas par Valentin. Jusqu'à Jeff Atinella. Ça a l'impression qu'on est peut-être dans un moment faible de cette première mi-temps. Clairement. Sauf que si c'est un temps faible d'Atlanta, c'est pas nécessairement un temps fort des Timbers non plus. C'est vraiment juste l'intensité qui est redescendue d'un cran après 30 minutes. Exceptionnel dans l'intensité, dans l'énergie. Voilà Remedi qui peut peut-être amener une solution à ce match.
On remet pour Larentowicz. Parkhurst avec Remedi. Le bloc de Portland qui coulisse bien aussi pour limiter les options. C'est pour ça que les défenseurs s'échangent le ballon sans vraiment ni réussir à écarter le ballon parce que la pression arrive vite sur les joueurs de couloir, ni à trouver un joueur au milieu de terrain libre. Et ça, effectivement, quand le rythme retombe, c'est Portland qui y gagne. Ils peuvent mieux mettre en place leur bloc, mieux coulisser. Et c'est pour ça qu'Almiron faisait tellement bien il y a quelques minutes parce qu'il accélérait le jeu. Cherchait une faute chez Atlanta United. On jugeait que Martinez avait été poussé dans le dos par Mabiala. Ballon qui sera repris par Guzman. Transversal sur la droite à l'intention de Valeri. On remet pour Valentin. Celui-ci glisse. C'était devant pour Blanco. Il remet Polo et puis Valeri qui s'est excentré sur la droite. Polo devant Gonzalez. Et puis reste le tacle. Stop momentanément. L'ailier des Timbers. Voilà Valeri qui cherchait Polo, plutôt Blanco. Chasement de Guzman qui permet aux Timbers de rester dans le tiers d'Atlanta United. Mais pour quelques instants, puisque Leonardo Gonzalez-Pires est intervenu. La belle vigilance de Larry Mabiala. Joseph Martinez est frustré parce qu'il l'attendait encore plus en profondeur ce ballon. C'est sûr qu'il n'ira pas au contact au duel aérien. Lui aussi, un Martinez frustré dans cette première mi-temps. Touche assez peu de ballons. 8 jusqu'à présent. Passe ambitieuse pour Valentin sur la gauche, c'était pour Villafagna. C'est tout de même récupéré par ses coéquipiers. Voilà, Chara à bout de pied pour Blanco. Approximation qui coûte aux Timbers. Ça permet à Atlanta de revoir ce ballon. On remet jusqu'à Brad Guzan. Ballon qui va transiter par les pieds de Larentowicz. Pour Escobar. Bon, attention, il y a de l'espace derrière. On a réussi à rejoindre Nagby. Ah oui, parce que Guzman avait fait la pression jusqu'à Brad Guzan. Ballon renvoyé sur la gauche pour Greg Garza. Dans la profondeur, l'intention de Gonzalez-Pires. Garde en jeu avant que ça ne sorte, mais repris par deux joueurs. Mabiala notamment qui est en couverture. Voilà Valentin qui renvoie devant jusqu'à Ebobissé. Dos au jeu doit tenir parce que Parker c'est à proximité. Flairait l'affaire. Oh, attention Martinez! Devant Antilena! Martinez qui punit illico presto une approximation défensive des Timbers de Portland. 9 ballons touchés, 1 tir, 1 but. Joseph Martinez, mesdames et messieurs, son 35e but de la saison. C'est rarement le joueur le plus impliqué dans le jeu, mais il est là, toujours placé au bon endroit, au bon moment. Et il bénéficie aussi de la passivité de Jeff Attinella, qui se commet un petit peu trop au début. Et ça ouvre la porte, la fenêtre pour Joseph Martinez pour se décaler, s'ouvrir le chemin du but et venir planter un poignard dans le dos des joueurs des Timbers de Portland qui avaient fait une très bonne première mi-temps défensivement jusqu'ici. À moins de 5 minutes des arrêts de jeu, je vous rappelle cette statistique hallucinante. Cette saison, Atlanta United n'a jamais perdu lorsqu'il menait après la première période et ils sont devant 1-0 à ce moment-ci. Ben, ça fait mal pour Portland, surtout sur un coup du sort. Parce que ce ballon, cette passe décisive, elle était accidentelle en direction de Joseph Martinez. Attention, encore une fois, on doit se méfier. C'est Mabiala qui renvoie sur Attinella. Ballon qui se rejoint au milieu de terrain. Ebobissé rate.
Ça permet à González Pires de donner entre les lignes pour Martinez avec Almiron. Ballon perdu, on sent de la fébrilité chez les Timbers de Portland. Ridgewell, justement pour remplacer un peu son équipe, renvoie jusqu'au gardien adverse. Ouais, c'est extraordinaire comment on a pu en une fraction de seconde cette équipe, Vincent. C'est difficile actuellement dans l'esprit des joueurs de Portland qui n'ont pas su vraiment développer du jeu, leur jeu. Comment peut-on à ce moment-là, à la 42e minute, soudainement retrouver un fil, un fond de jeu? C'est compliqué. On voulait attendre la mi-temps, revenir avec de meilleures intentions. Peut-être qu'Atlanta aurait reculé davantage, mis un peu moins de pression. Ce n'est pas le cas là. Là, on doit attendre, faire bloc, empêcher Atlanta de mettre un deuxième but absolument avant le retour des vestiaires. Grand point Théo, Chara est par terre, mais on laisse se jouer. C'est l'avantage pour les Timbers. Attention au glisse pour Blanco dans cette surface. Blanco, centre à retrait pour Ebobisse. Oh, quelle parade! Magnifique parade de Brad Guzan qui était bien sur ses appuis dans la surface. Ah, c'est un vol. C'est un vol parce que ça, c'était un but. Il devrait être crédité un but. Jérémy Ebobisse, mais ce qu'a réalisé Brad Guzan, c'est au-dessus encore. Et Ebobisse est toujours dans la surface. Il se tient l'épaule droite. Le choc a été dur à la retombée. Oh, il n'a pas eu de boulot du tout de la mi-temps, Brad Guzan. Et c'est là qu'on reconnaît les grands gardiens. Je trouvais que Valentin avait mis du temps à servir, notamment Valérie qui était seul aux 25 mètres. Finalement, elle a réussi à trouver Blanco qui remet bien, hein, qui se tourne bien pour envoyer ce centre dans le petit rectangle. Et vraiment sur sa ligne, Guzan qui vient détourner cette reprise de la tête d'Ebobisse qui s'est fait mal en retombant à l'épaule. Ça, c'est vraiment pas bon signe. Et je pense que sur les lignes de côté, Giovanni Savarese doit être très attentif. Excellente parade de la part de Brad Guzan. Mais pour Ebobisse, il fallait, c'est facile à dire, décroiser un peu plus. Alors qu'on va revoir la frappe d'abord de la tête qui manque un peu d'encre et cette retombée là, malencontreuse, le bras qui va peut-être une hyper extension. Il n'a pas fait la tête parfaite, on va s'entendre là-dessus, mais le déplacement de Brad Guzan, surtout qu'il était pris, hein, le fait qu'il fasse cet arrêt sur la ligne, ça montre qu'il reculait pour se donner un peu plus d'angle. Bon, Ebobisse est debout. Pourra, j'ai l'impression, continuer dans ce match. Et voilà sur les lignes de côté. Ouais, ça va aller pour Ebobisse. Et on voit cette séquence qui amène ce but d'Atlanta, ce tacle rageur au milieu de terrain. Comme quoi n'importe quel duel peut faire la différence. Là, en l'occurrence, un tacle qui peut paraître anodin pour empêcher un joueur de décoller plein axe. Et ça aboutit à un but de Joseph Martinez. Et pour l'instant, virtuellement, à la première coupe MLS d'Atlanta. Diego Valéry tente de glisser, c'est pas Andy Polo dans la surface. La couverture de Jeff Larentowicz, c'est vite le pire pour les locaux. Mais on continue à jouer, on veut mettre du rythme chez les Timbers. Encore là, petite erreur, c'est peut-être ça qui fera la différence, du moins qui fait la différence jusqu'ici dans cette première mi-temps. Avec cette passe suicide, peut-être première erreur des Timbers qui a été punie, Nico, par Joseph Martinez. 35e but cette saison, je vous rappelle que c'est un record dans l'histoire du circuit Garber. Martinez en a marqué 31 en saison régulière, ajoutez-en 4 en série. Je félicite Portland quand même parce que je ne pensais pas qu'ils en étaient capables, mais ils viennent de se créer leurs deux meilleures occasions, je devrais dire leurs deux seules occasions de la rencontre après avoir pris cet énorme coup derrière la tête. Mais bon, s'il y a bien une équipe qui a triomphé dans l'adversité, que ce soit sur les terrains adverses ou en étant mené à l'intérieur des rencontres, c'est bien les Timbers de Portland. Ils ne seraient pas à une surprise près. Valentin pour Chara qui laisse à Blanco.
il est passé. On voulait servir, c'était pour Polo. C'est repris par Blanco à l'extérieur de la surface. On n'était pas au diapason. La course des Beaubissé n'y était pas. Et c'est de cette façon que va prendre fin la première en mi-temps. Allen Kelly qui signale la fin des hostilités avec cette marque de 1-0. Et ce but de Joseph Martinez, plus qu'on n'attendait plus. Mais Atlanta United prend une sérieuse option sur ce match et incidemment sur la Coupe MLS. Ouais, Atlanta qui menait vraiment au point, qui a beaucoup plus de punch, d'engagement et d'occasion, de situations chaudes dans la moitié de terrain de Portland et qui a fini par trouver l'ouverture au moment où on s'y attendait le moins. Mais Portland qui a donné vraiment un combat dans ces 45 premières minutes, mais qui devra montrer un autre visage parce que maintenant il faudra marquer et ça n'a pas été leur force pour l'instant de se créer des occasions. Une finale qui remplit ses promesses. 45 minutes ont été jouées. On va faire une courte pause. On revient avec l'analyse notamment de Patrice et Hassoun. Une pinte de Guinness nous rappelle que ce qui nous sépare est de loin moins important que ce qui nous unit. À nous. Jusqu'ici en Georgie qui remplit ses promesses. Dans cette première mi-temps, c'est Atlanta qui a dominé et ça se répète au score. Il mène 1-0. Et oui, et dans quasiment tous les secteurs de jeu, la possession, évidemment, les tirs tentés, 4, dont 2 cadrés, 1 qui a terminé au fond. Et regardez surtout tout en bas de votre écran, le nombre de duels gagnés, 72% en faveur d'Atlanta. Ça trompe pas. L'équipe qui gagne les duels, en général, l'emporte. Et c'est pas pour rien qu'Atlanta mène à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Nicolas Martino s'est entretenu avec Tata Martino. Tata, hace falta 45 minutos. ¿Qué debe hacer su equipo en la segunda parte del partido por ganar la Copa? Seguir asumiendo el control del partido. Creo que no refugiarnos en que vamos 1-0 arriba, seguir presionando, seguir atacando, seguir asumiendo el liderazgo del partido. Gracias, Tata, y suerte. Voilà, Tata Martino, je lui ai demandé, vous êtes à 45 minutes présentement de gagner la Coupe MLS. Qu'est-ce que votre équipe doit faire dans cette deuxième mi-temps pour réussir à soulever la Coupe à la fin du match? Il a dit, écoutez, on doit continuer d'attaquer, continuer de saisir nos occasions pour réussir à gagner ce match-là et surtout ne pas crouler sous la pression. Voilà, messieurs. On est prêt pour cette deuxième mi-temps avec Joseph Martinez qui a marqué le seul but de cette rencontre jusqu'ici, son 35e but cette saison avec les séries et la saison régulière. C'est un record en MLS. Il est aussi au sommet des marqueurs si on prend seulement les séries éliminatoires. Il a rejoint Diego Valeri avec 4 buts. 45 minutes donc séparent Atlanta United d'une première Coupe MLS. 45 minutes aussi pour revenir au pointage, notamment pour les Timbers de Portland. Quand je vous dis que c'est pas terminé, les 5 dernières équipes qui menaient à la mi-temps en finale MLS, leur fiche, une victoire, 4 défaites. C'est donc dire que 4 fois, l'équipe qui tirait de l'arrière est revenue. Voyons voir si la tendance se maintient ou si Atlanta sera en mesure de fermer et plier cette rencontre. Et on rappelle que c'est la spécialité de Portland, de revenir créer la surprise et peut-être briser 70 000 cœurs. On peut trouver des solutions. Un ballon qui est en milieu de terrain dans l'axe. Guzman remet pour Blanco. Tente de piquer à l'intention des Beaubissé, mais c'est l'intervention de Parkers qui a été très juste encore une fois aujourd'hui. Guzman remet pour Villafania. Ça revient à Guzman. Ça sera dans le rond central avec Mabiala. Pour Valentin, l'ancien de l'Impact qui a connu une bonne première mi-temps. Mabiala, longue transversale, c'est pour Villafania. Voilà les Timbers dans une longue séquence de possession pour commencer cette deuxième période. Alors pour Villafania, international américain, qui est revenu du championnat mexicain en milieu de saison.
Ils ont de l'expérience, les Timbers de Portland. Ils ont de l'expérience dans ce genre de situation. 8 joueurs ont gagné la Coupe MLS avec cette équipe en 2015. Des joueurs comme Valérie Chara, Ridgewell, Villafania, ils sont tous sur le terrain. Ah, voilà Valérie. Passe. Face à Polo. Jusqu'à Valentine. Valentine veut centrer dans la surface et rejeté par Parkhurst. Au duel, Valentine réussit à renvoyer dans la surface. Mais c'est finalement repris à l'extérieur de celle-ci par Almiron. Beau geste pour se libérer de la pression et donner sur Greg Garza. Celui-ci a mis les freins, mais a été repris par Valentine. Ah, dommage. Dommage cette perte de balle parce que c'est vrai que Portland est revenu avec de bonnes intentions et justement montre ses intentions pour cette deuxième mi-temps. Il faudra créer plus de jeux. Arrêter d'autant subir, on ne peut se contenter de contre-attaque. J'avais hâte de voir comment Atlanta allait se comporter parce qu'ils ont offert une belle diversité de tactiques durant ces séries. On a entendu Tata Martino prêcher pour que son équipe continue à attaquer. Appel contesté de la part de l'arbitre Alan Kelly. C'est Almiron qui a fait faute au départ de Valentine. Vous voyez, il retient son chandail. Je pense que c'était assez évident, surtout du point de vue de Kelly là, qui était dans l'angle. Ridgewell. Les Timbers qui ont repris les couleurs dans ce début là, de deuxième mi-temps. Il y a quelque chose d'extraordinaire aussi dans ce stade, c'est que l'ensemble des partisans, en fait j'allais dire, les partisans d'Atlanta United ne font qu'un. Vous voyez, tout le monde est en rouge, les chansons sont connues par tout et chacun. Les traditions, ils sont les rituels tout au long de 90 minutes. Bon, attention, ballon qui est sur la droite, centré pour Garza, mais c'est plutôt Valentine qui est intervenu et qui rejette à l'extérieur de la surface. Chara, stoppé par González Pires, et c'est lui qui a fait main. Il a raison de se plaindre un peu, Diego Chara, parce qu'on est à la limite de l'anti-jeu lorsqu'on décolle les bras du corps comme ça pour empêcher le ballon d'être relancé dans la moitié terrain offensive. González Pires. Il y avait un appel insistant de la part de Martinez, mais on n'a pas su reconnaître le moment. Qu'à cela tienne, c'est toujours Atlanta qui est ballon au pied pour quelques instants seulement parce que c'est repris par les Timbers. Il faudra être plus rapide encore. Il faudra être plus rapide. On le voit, la volonté de jouer de manière directe dans le dos des défenseurs, surtout après des récupérations, des revirements qui ont été créés en l'occurrence par Diego Chara. Mais on n'a pas encore trouvé la bonne vitesse de croisière. Il ne faudra pas attendre les 5 dernières minutes pour enfin la trouver. Blanco, le centre, second poteau, c'est pour Bobissé qui est à bout de pied. Il n'a pas été en mesure de reprendre. Il faut dire que Brad Guzan avait été pris entre deux idées. Et Bobissé qui est passé bien près de marquer un but dans cette première mi-temps. On va revoir. Et on voit ce service, effectivement. Il est un petit peu court. J'ai aimé le commentaire d'Assoum Camara. Effectivement, dans sa position, peut-être que Bobissé, s'il avait décroisé sa reprise de la tête en première mi-temps, le scénario serait tout à fait différent. Gressel a été repris par Chara. On dit que c'était épaule à épaule et ça joue. Petit mais costaud, hein, numéro 21. Chara doit se méfier de Gressel, justement, qui arrivait derrière. Rétribution pour le coup qu'il a reçu quelques secondes précédemment par la Valentine. Maintenant, Lennox en une touche était derrière malheureusement Blanco, la combinaison argentine qui forçait le verrou de la défense d'Atlanta. Et la Guzan va galer un peu tout le monde sur le terrain. Et on n'est pas sorti complètement des vestiaires pour les locaux. Et quand je vous dis que ça doit être plus rapide côté Portland, Valentine a peut-être pris une voire deux touches de balle de trop avant de servir Valérie. Ça réduit l'espace au meneur de jeu argentin lorsqu'on ne le sert pas assez rapidement. Oh, le tac très sévère de Blanco. Très en retard et on en fait qu'un du côté de Kelly. Et la folie furieuse. Et ça continue. Polo rentre dans la surface. Polo, le centre en retrait, ça a été touché par Parkhurst qui était en couverture. Et on ira chercher coup de pied de coin. Évidemment, le stade qui est furieux.
Parce que le tacle sur Almiron semblait sévère et on n'a pas sifflé et ça a laissé une belle opportunité à Portland. Encore une fois, l'impression que Polo a attendu trop longtemps. Il s'est rendu jusqu'à la ligne de but, ce qui réduisait encore une fois l'espace pour éventuellement trouver un de ses coéquipiers. Premier coup de pied de coin pour les Timbers dans ce match. Valéry est au drapeau. Le centriste au point de pénalty, c'était pour Mabiala. Attention, Ridgewell de la gauche. Ballon est dans la surface et qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on a raté? Est-ce qu'il était en jeu? Je pense qu'il était en jeu, très honnêtement. Il ne pourra pas s'en vouloir énormément parce que quand ce ballon lui est parvenu, après une déviation de son coéquipier, il était dans le dos de la défense d'Atlanta. Pas de problème, la décision est bonne du corps arbitral. De toute façon, le ballon n'avait pas trouvé le cadre. Guzman qui était au centre de plusieurs rumeurs cette saison. Est-ce qu'il va rester avec les Timbers? Il faut dire que la fenêtre des transferts va s'ouvrir momentanément demain dimanche. C'est là que l'Impact devrait annoncer notamment l'arrivée de Maxi Urruti. Ballon qui est repris par Garza qui envoie devant pour Joseph Martinez. À la poursuite, c'est Mabiala qui n'est pas allé dans la subtilité. Il y a une faute de Mabiala. Est-ce qu'on va avertir? Il n'y a pas eu de carton sorti par l'arbitre Alan Kelly jusqu'ici. Effectivement, et ça c'est une des caractéristiques de cette finale. Tant mieux quelque part qu'Alan Kelly tolère une charge assez élevée de contact parce que ça laisse place au jeu, au spectacle, ça donne des duels endiablés. En l'occurrence, on voit que personne ne se retient dans les duels et qu'à mesure que les minutes vont défiler, ça va devenir de plus en plus dangereux. Peut-être par contre pour l'intégrité physique des joueurs, il faudra être vigilant et peut-être distribuer un carton jaune dans pas longtemps pour tempérer un peu tout le monde. 54e, on est excentré là, sur la droite du filet de Jeff Attinella. Ce sera Gressel et Almiron au ballon. Et c'est Almiron qui va frapper. Ballon pour Martinez, ballon libre! Atlanta double sur l'avance! Effectivement, moi ce que je ne comprends pas, c'est comment Martinez peut se retrouver à ce point seul dans la surface de réparation. On le sait que le renard des surfaces ultimes, c'est lui. Alors, il ne voulait pas nécessairement faire une passe décisive pour Franco Escobar. Il voulait y aller de son doublé, un peu manquer peut-être sa reprise de la tête, mais peu importe, c'est décisif, c'est au fond. Et Atlanta qui se rapproche de sa première coupe MLS. Et Portland, cette fois, peut vraiment s'en vouloir. On est coupable de passivité de la même manière qu'on avait fait une relance hasardeuse sur le premier but. Et Escobar, vraiment qui confirme qu'il est le joueur que Tata Martino avait vanté, qu'on était allé chercher, mais qu'on n'avait pas tout à fait vu dans la saison régulière. Attention, on va remettre une couche maintenant. Le drapeau s'est levé, Martinez était derrière cette défense. Alors qu'on confirme le but de Franco Escobar, on va voir, c'est Almiron qui sert. Incroyable comme il se retrouve seul. Alors il y a une bonne combinaison d'un joueur d'Atlanta qui fait une course vraiment franche vers le premier poteau, on va dire ça comme ça, pour sortir un peu un joueur de Portland, désorganiser peut-être la tenue défensive, mais pas à ce point-là. Ne devrait pas se retrouver dans cette position, Martinez. 2-0, Atlanta qui est devant. Ridgewell, longue transversale. Salidation des Bobissé. Ballon qui est finalement repris par Atlanta. Garza va trouver avant que ça ne sorte, mais donne directement dans les pieds de Valentin. Valentin, c'est pour Polo. Le Gonzalez Pires devant lui, le centre second poteau, ça passe au-dessus du gardien de but. Ça va retrouver Escobar qui va faire sortir en touche. Pour Escobar, un but en saison régulière, 2 buts en séries éliminatoires. Ouais, et là, évidemment, tout le personnel d'entraîneur de Portland qui discute tactiquement. Il va falloir faire rentrer un attaquant bientôt. Quand on regarde le banc, il y a Asprilla, il y a surtout Lucas Melano, qui est un joueur d'énergie qu'on peut faire rentrer. Ouais, et d'ailleurs,
Vincent, c'est exactement ce qui se produit en ce moment. Lucas Melano fera son entrée et du moment où le deuxième but a été marqué, Giovanni Savarese s'est retourné vers ses assistants. Ils ont eu un petit meeting, ils se sont demandé quelle était la solution pour réussir à revenir dans ce match-là et immédiatement, il s'est tourné vers les joueurs qui étaient à l'échauffement et vers Lucas Melano d'ailleurs, comme il l'a fait depuis le début des séries éliminatoires. Almiron réussit à tourner, laisse pour Martinez qui remet aussitôt à Darlington Nagbe. On a fait faute, mais on laisse jouer. Durantowicz pour Parkhurst. Ballon pour Escobar. C'est toutefois repris par Attinella qui relance aussitôt sur Villafania. Blanco, harcelé par Durantowicz. Là, il y a un duel entre les deux. Il faut dire que Durantowicz accrochait carrément Sébastien Blanco. Ouais, Blanco, il est aussi coutumier du fait, dans le sens qu'il se retrouve souvent dans les petites tensions sur le terrain. Et vous voyez qu'il ne s'est pas privé pour faire connaître son sentiment. Durantowicz n'a pas bronché. Pas le moment de donner un petit peu des armes ou du grain à moudre à Portland. Blanco, encore lui, laisse pour Guzman. Ballon flairé par Garza, repris par Gressel sur la ligne, a été stoppé finalement par Guzman. Oh, la perte de balle de Mabiala. Almiron. Dans l'espace, c'est pour Greg Garza. Va contourner ce ballon, il tente de centrer. Une feinte, finalement, sera visée. Glisse pour Miguel Almiron derrière la défense. Almiron sur la ligne. Ça touche un pied du défenseur des Timbers. Tacle de la part de Garza et finalement le ballon sera rempli par le gardien de but des Timbers et on pourra confirmer ce premier changement du match qui survient à la 59e minute. Donc Ebo Bissé sort pour Lucas Melano qui a été je ne veux pas dire nécessairement efficace parce que ce serait peut-être en donner trop de crédit à Lucas Melano, mais il a été très visible à chaque fois qu'il est rentré dans ces séries éliminatoires. On doit pouvoir compter à chaque fois sur des joueurs qui sortent du banc, qui changent la dynamique du match, parfois le scénario, et qui amènent en tout cas un nouveau souffle. Lucas Melano, c'est ce qu'il a fait à chaque fois. J'ai aimé quand même l'attitude de Savarese que j'observais, qui a réconforté Jérémy Ebobissé, qui est jeune, qui n'a pas connu une grande finale, n'a pas réussi à peser sur la défense. Il fallait faire ce changement. Il l'a effectué. Je ne serais pas très surpris qu'Andy Polo laisse sa place dans pas trop longtemps non plus, parce que lui aussi, on pourrait avoir à redire sur sa performance. Joseph Martinez avec une course de Nagbe devant. Pour de lui remettre, mais c'est intercepté par Henry Ridgewell. On va revenir à la faute au départ de Joseph Martinez. Les coups de pied arrêtés qui ont joué leur rôle dans cette finale, comme c'est souvent le cas dans les grands rendez-vous, quand c'est tendu, quand c'est serré. Atlanta s'en est servi pas pour débloquer la situation, mais pour se mettre à l'abri. Et on y croit plus que jamais dans les estrades, ça se sent. On n'est pas encore vraiment en mode compte à rebours, on espère de toute évidence que Atlanta United va pouvoir enfoncer le clou. Alors pour Garza, flottant deuxième poteau, ça a été touché de la tête par Villafania, prolongé en milieu de terrain. Intervention de González Pérez, très juste. Atlanta United va se replacer. Parkhurst et puis Garza, avec une course de Gressel, un appel qui amène deux défenseurs. Garza a trop hésité, le voilà qui se retrouve dans l'axe. Parkhurst. Ça, c'était pas forcément là sa meilleure relance dans le match à Michael Parkhurst, mais il se rattrape et surtout, ça n'a pas causé de dégâts pour Atlanta. Parkhurst qui joue un fort match, hein, globalement à nouveau, lui qui n'est pas le plus physique, mais qui est tellement plus intelligent que les autres défenseurs.
62e, 2-0 Atlanta United. Avec Ridgewell à la relance, il y a une course sur la gauche de Villafagnan. On remet plutôt pour Diego Valeri. Dans l'axe, c'est Diego Chara. Valentin, fermé par Greg Garza. Il va le provoquer. Valentin en conduite. Son centre. Intercepté par Remedi, qui est au niveau de la récupération le meilleur en séries éliminatoires cette année en MLS. Ballon pour Ridgewell. Traverse la ligne du centre. Cherche quelqu'un dans l'axe. Prolonge la tête. Jusqu'à Valeri. Blanco qui reprend. Bonne conduite de balle. Blanco. Sa frappe stoppée partiellement par Guzan. On se rapproche du but chez les Timbers. J'ai toujours d'espoir. Oh, que c'était bien joué cette séquence. En l'occurrence, on a du mal à trouver des espaces dans le bloc d'Atlanta qui à son tour est très regroupé. Mais là, les trois joueurs offensifs, Melano, Blanco et Valeri, qui étaient regroupés, qui ont pu combiner un très bon écran de Melano pour ouvrir la porte à Sébastien Blanco. Mais ça, c'est le moment où il faut marquer. Il n'y en a pas beaucoup des occasions pour Portland et je pense qu'on pourra s'en vouloir de celle-là parce que c'était nécessaire pour se relancer. Et on voit comme on arrive à trouver dans le dos des milieux défensifs, deux déviations de la tête qui font la différence. Mais la frappe, elle n'est pas en danger du tout, Brad Guzan. Du côté gauche du terrain, Villafagnan va reprendre. On met jusqu'à Chara. Guzman. On ira à Mabiala. Blancos défaite son marqueur. Beau geste et beau dribble. Le remet pour de Guzman. Jusqu'à Valentin sur la droite. Centre en retrait. Mal ajusté. Il était un peu en déséquilibre sur ses appuis, Valentin. Une bonne pression de Portland parce que la perte de balle, elle pouvait être très dangereuse en transition. Martinez est accompagné de González Pires qui a abandonné son poste de défenseur. On remet finalement pour Escobar. Voilà Atlanta dans le tiers des Timbers. Escobar qui centre, c'était pour González Pires, intercepté par Ridgewell. Remedi est resté derrière en couverture. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Il le fait constamment, González Pires, aller en attaque. Et il peut parce qu'il a Eric Remedi qui vient toujours en couverture. Il y a une faute de Larentowicz. On l'a sifflé. Est-ce qu'Alan Kelly va l'avertir? Dans ce genre de situation, je pense que Melano a peut-être un point. Si on appelle cette faute dans une occasion où Melano peut accélérer. Ouais, je pense que là, c'était vraiment le moment de le sortir, le carton jaune, parce que l'intervention, elle est assez brutale et qu'à un moment donné, il faut que ça cesse. Et je pense qu'il a peut-être oublié ses cartons dans le vestiaire, Alan Kelly. On a un coup franc là, pour les Timbers de Portland. Valeri, son centre. Touché par González Pires. Encore une fois impérial dans ce genre de situation. Il a été très bon face au Red Bull. Ça continue ce soir. Voilà Blanco maintenant. Son centre. Second poteau. Sortie de Brad Guzan. C'était on est de Ridgewell. Fin de la menace. Et très peu d'arrêt quand même pour Brad Guzan dans cette rencontre. 2 arrêts en 65 minutes, même si Portland a vraiment repris du poil de la bête, il le fallait en deuxième mi-temps. 4 tirs, 1 cadré. 4 tirs, c'est 4 fois plus que lors des 45 premières minutes tout de même déjà. Les temps commencent à presser. Valentin glisse pour Melano. Derrière la défense. Il est escorté sur la gauche du filet par González Pires. Toujours Melano en contrôle. Pour Valentin, va s'installer dans la moitié d'Atlanta. Il fait du bien quand même Melano par rapport à Edo Bissé depuis son entrée en jeu. On voit une nette différence. Sa mobilité et surtout son aisance avec le ballon. Valeri pour Melano. Dos but, tente de se retourner. Melano toujours à l'oreille de la surface. Ça a touché plusieurs défenseurs et ça dévie directement dans les mains de Brad Guzan. Voilà. Le dédoublement de Villafagnan, l'appel qui était peut-être un peu tardif. On n'a pas réussi vraiment à connecter. Et quand je vous parlais d'aisance avec le ballon, regardez son pivot, il arrive à se retourner. En dernier geste, ça pêche un peu côté Portland.
changement dans les prochains instants du côté des Timbers de Portland. Et au banc d'Atlanta United, on a demandé aux joueurs de calmer le jeu, de mettre le pied sur le ballon et de faire des passes en retrait. Visiblement, c'est pas ça qui se passe en ce moment. Almiron. Jusqu'à González Pires. C'est pris sur Michael Parkhurst. Alors que c'est Asprilla qui devrait rentrer dans ce match. Probablement pour Polo. Hein. Tu l'anticipais, Vincent, il y a de ça quelques minutes. Voilà Polo qui reprend avec Valérie sur sa droite. Tente de lui remettre. Valérie a voulu passer Remedi, mais s'est fait aspirer instantanément. Il n'y a rien à dire hein. Entre les deux équipes, Atlanta a tellement plus de punch. Et sur ces séquences, pourtant la récupération de Guzman, elle était bonne. L'opportunité qui se présentait d'attaquer, de mettre à mal la défense, elle était bonne également. Mais on n'arrive pas à profiter des situations. Voilà, ben on va confirmer ce deuxième changement et c'est ce qu'on anticipait. Asprilla rentre pour Polo. C'est le deuxième changement pour Gio Savarese. Survient à la 68e minute. Changement logique, j'en avais parlé. Asprilla qui doit lui aussi amener beaucoup de dynamisme, de puissance sur l'aile. C'est un joueur qui a été essentiel en du banc, notamment face aux Sounders de Seattle. Un joueur qui connaît beaucoup de succès en série. Un peu moins en saison régulière, je vous dirais. En de touche pour Atlanta United. C'est Greg Garza. Entre les lignes pour Blanco. Il ne va pas être en mesure de se retourner, mais ça retrouve tout de même les pieds de Valentin. Pour Guzman. Avec Blanco. Il est marqué là par Parkhurst. Blanco, il va sur la gauche. Ça va être en sorte de Villafania. Il est passé. Villafania en retrait. Et c'est Parkhurst qui était là en couverture qui avait flairé l'affaire. Il n'y avait personne vraiment au premier poteau. Il y avait 3 joueurs de Portland qui s'y dirigeaient, mais personne qui était posté là. C'est là la zone payante pour les attaquants. Attention là, Nagby. C'est Almiron. Il a voulu passer pour Gressel, mais ce dernier était hors jeu. Ouais, nettement. Il a manqué de lucidité l'Allemand là-dessus. Pour Blanco. Ça touche un peu lourd, l'a trahi. Ça a permis aux défenseurs d'intervenir. Voilà Atlanta qui reprend. Contre-attaque. Mené par Nagby. On parlait de ce désir là, de poser un peu les choses. C'était net là sur la séquence après la récupération. Gressel, Nagby qui trottinait plutôt que de sentir une opportunité de contre-attaquer, d'attaquer la défense de Portland qui paraissait pourtant exposée. Contact entre González Pires et Lucas Melano. Et Gio Savarese a une autre carte dans son jeu. C'est pour Gressel, le drapeau reste baissé. On doit gérer derrière. Villafania est intervenu. C'est repris toutefois par Gressel. Son centre pour Martinez. Encore là, il a eu tout le loisir du monde d'y aller d'une belle détente. Pas être en mesure d'être assez efficace sur ce ballon de la tête, mais tout de même, ça en est fallu de peu. Ah, mais quel centre de qualité. Encore une fois, on arrive à trouver Martinez entre les deux défenseurs centraux. Sa déviation de la tête n'est pas assez franche et pas vraiment de souci pour Attinella. On vient de confirmer le record à Atlanta, 73 019 spectateurs. C'est un record pour une finale MLS. Et si je compte bien, Atlanta aura 9 des 10 plus grandes foules de l'histoire de la MLS. Asprilla à son centre. C'est renvoyé en milieu de
le terrain. Ridgewell gagne son duel face à Joseph Martinez. Voilà Chara. Il glisse entre les lignes. 1, 2. Ballon qui est passé. Est-ce que Valérie peut reprendre? Un bout de pied. Ça a touché Greg Garza. Coup de pied de quoi pour les Timbers? Ah, il s'est bien battu. Diego Valéry, même s'il n'avait pas nécessairement senti le coup dans la première intention. Ah, si un petit coup de pied arrêté pouvait redonner une chance aux Timbers de Portland et nous offrir une fin de match incroyable. Almiron, premier poteau. C'est Martinez qui est intervenu. Ah, il avait gardé le ballon en jeu, Almiron. Déclenche pour Aspria. Ballon qui est passé. Valérie, la frappe de Valérie. Il n'y avait pas beaucoup d'angles. On cherchait la lucarne sur la gauche de Brad Guzan. Mais il doit le tenter en même temps, Valérie. Même si là, il y avait un 3 contre 3, on va dire. Là, vous le voyez, c'est un moment où les joueurs, les grands joueurs doivent faire la différence. Et Valérie, on le voit de plus en plus en ce moment, Portland, qui accentue sa possession dans la moitié terrain adverse et dans les 30 derniers mètres, ça doit se concrétiser par quelque chose qui peut faire débloquer la situation. Tous les regards se retournent vers Valérie. Quand même en seconde période, c'est 60% de possession pour les Timbers de Portland. Ça s'est complètement inversé par rapport aux 45 premières minutes. Alors qui va sortir en touche. Donc les estrades sont en train de s'éliminer. Et messieurs, il y aura un changement là, pour Atlanta United. On va faire sortir Joseph Martinez dans les prochains instants. Et c'est Hector Villalba qui va entrer. Il est entré souvent dans ces séries éliminatoires comme joker de luxe. Extraordinaire tradition ici à Atlanta. Ces téléphones comme des milliers d'étoiles dans les tribunes ici au Mercedes-Benz Stadium. Atlanta qui est vraiment en mode contrôle hein, actuellement. On a senti l'impact du coaching de Tata Martino dans l'attitude des joueurs, peut-être moins engagés, moins vifs, mais qui contrôlent le scénario du match, qui invite Portland à casser leur bloc et pour l'instant, personne n'y parvient réellement. Nagbe maintenant qui fonce sur la défense adverse. Remet pour Escobar, talonnade à l'intention de Darlington Nagbe. Puis s'y remet sur Gressel qui lève la tête. Cherche une option, trouve Escobar finalement. Pour Darlington Nagbe, voilà Atlanta plus intéressé à retenir le ballon qu'aller se créer des occasions à l'autre bout. Gonzalez Pires, longue transversale, c'est pour Darlington Nagbe au-dessus de sa tête. Approximation qui permettra aux Timbers de reprendre. Et quel mouvement de Escobar là-dessus, qui est rentré vers l'intérieur, a complètement libéré Nagbe. Parce que c'était de la gratitude à l'état pur, de la reconnaissance qu'ont donné tous les partisans, les 73 000, à leur buteur. C'est Villalba qui est entré à sa place. Joseph Martinez, une intensité aussi sur le terrain. Rarement le voit-on célébrer les buts. Sinon qu'en 3 ans, la foule où il y a là d'une face de beurre. C'est le terme technique, je pense. Ce qui est exceptionnel avec lui, c'est que c'est à la fois le joueur le plus intense et le plus calme
On voit rarement s'énerver, célébrer comme tu viens de le dire, mais il se donne toujours à 100% physiquement. Et je vais faire attention dans mes commentaires parce qu'il va vouloir qu'on renomme le vocable face de bœuf à son honneur. Donc, face de Joseph Martinez. Alors que là, il y a vraiment eu un choc qui a laissé Eric Remedi dans de grosses souffrances. Il est aidé par David Guzman. Voici un Martinez, auteur pour l'instant de ce qui est le but gagnant de cette finale de la Coupe MLS. 4 buts dans ces séries éliminatoires. Et je retiendrai beaucoup, et tu en as parlé dans ton analyse, sur le deuxième but, comment se fait-il qu'il se libère comme ça des défenseurs? Oh, il y a une faute de main d'Hector Villalba qui était quand même bien accroché par Larry Madiala. 78e minute. Gio Savarese a encore une carte à abattre. Les Timbers tirent de l'arrière. Atlanta, un peu plus de 12 minutes les séparent d'une première Coupe MLS à seulement leur deuxième année d'existence. Voilà Villafania sur la gauche, tente de glisser pour Lucas Melano. À la poursuite, c'est Larentowicz qui arrive premier. Il faut que les Timbers arrivent à faire douter ne serait-ce qu'un tout petit peu Atlanta. Dans ce dernier quart d'heure, on ne les sent pas encore vraiment habités par l'énergie du désespoir, par un esprit de tout ou rien. Il y a encore quand même pas mal de temps dans cette finale de la Coupe MLS. Ridgewell tente de rejoindre Melano. Talonnade. La course n'y était pas de toute façon de la part de Villafania. Ça va rejoindre la ligne de but. Ouais, ce qui est un petit peu... Ce qui m'habite là quand je vois ce genre de geste, c'est que ça ne me gêne pas qu'on ait de la créativité, qu'on essaye. Ce qui me gêne, c'est le langage corporel des joueurs après ça. Le voir Diego Valeri baisser la tête, Eric Valentin, pareil, tête basse, reprendre sa position. Faut qu'ils y croient, les joueurs des Timbers, sinon personne n'y croira. Timbers dans la moitié d'Atlanta. Asprilla remet derrière pour Valentin. On s'amène là au bas des Timbers. Il y a un troisième changement qui se prépare. Voilà Villafania. Blanco retenu. Ça fait faute. Allez, Blanco, il a été quand même bon dans cette deuxième mi-temps, souvent au cœur des bonnes actions des Timbers de Portland. Là, il offre un coup de pied arrêté. On est quand même loin. Attention à Arthur Blank qui quitte sa place, propriétaire d'Atlanta United. Et attention, les Falcons aussi. Le 28-3 contre les Patriots. J'espère qu'il n'est pas superstitieux. Apparemment pas. Oh, pardon. Et le carton, ça y est. Avertissement pour Charles, c'est un premier avertissement dans ce match. Et ça pourrait être rouge. Ça pourrait être rouge, Fred. Parce que là, Almiron, il avait fait la différence sur sa forme de corps et il était parti pour le but. Diego Chara qui l'a fauché volontairement. Alors on est loin pour dire que c'est une vraie annihilation d'occasion de but. Mais en même temps, on peut vraiment y penser. Diego Chara qui se mérite un carton jaune. En même temps, c'est ce qu'a installé Alan Kelly. Il n'a pas sorti un seul carton. Et il y en a eu des chocs assez brutaux dans cette rencontre. Alors je ne suis pas si étonné qu'il sorte un carton jaune. Il a apparemment une tolérance assez élevée dans cette rencontre. Ouais, Almiron qui a eu beau jeu d'aller chercher cette faute aussi. Quelle fin de corps quand même. Ouais. Et ça, il faut le souligner peut-être. Justement, on a mis un peu plus cette tête de bonne guerre à ce moment-ci particulièrement du match. 82e minute donc. Premier avertissement donné par Alan Kelly, c'est pour Diego Chara.
10 minutes avant les arrêts de jeu. Toujours 2-0 pour Atlanta. Ballon repris par Escobar pour Villalba. Le centre, touché de la tête par Mabiala, c'est en chandelle. Sortie d'Atinella qui va boxer. Et on juge qu'on a fait faute sur le gardien de but, les Timbers. Almiron qui est allé charger quelque peu Atinella dans les airs. Alors qu'on a joué notre va-tout et qu'on joue notre va-tout chez les Timbers, c'est Guzman qui va sortir pour Alvas Power. Troisième et dernier changement pour Gio Savarese et les Timbers de Portland. Là, il y a une réorganisation qui est en train de s'effectuer. C'est Powell qui sera lié droit et Asprilla qui va coulisser dans l'axe. Là, le quatrième arbitre qui a complètement abandonné les réprimandes auprès de Giovanni Savaresi, qui est pourtant excessivement loin de sa zone technique. Il est à un moment donné presque rendu à hauteur de Tata Martino. Valentin, ballon dans la profondeur, c'est à l'intention d'Asprilla. C'est remis derrière, repris par Valéry. Belle fin de Blanco, a voulu donner sur Diego Valéry, mais c'est intercepté en défense. Ballon qui est repris par Chara devant Villalba. Donne à Villafania, ça retrouve les pieds de Diego Chara. Melano décrochait pour s'offrir en cible, laisse pour Chara. Il faut changer de jeu. Valéry. Voilà, c'est effectué. Écarte pour Valentin et puis on donne à Asprilla. Ballon qui manquait un peu de vélocité, ça fait perdre le rythme aux Timbers. Et Powell va revenir, trouve l'axe pour Blanco. Ballon pour Powell dans la surface, qu'est-ce qu'il a raté? Il s'est emmêlé dans ses propres pinceaux. Ah, ça c'est dommage parce que évidemment ça va rester sur sa conscience alors qu'il effectue une belle entrée. Regardez comme il rentre à l'intérieur et il arrive à trouver ce 1-2. J'adore l'intelligence de Blanco qui remet pas directement, prend le temps de contrôler, attendre que son coéquipier fasse un bon appel, une bonne percée dans la surface de réparation, lui remet dans le bon tempo. Et comme tu l'as bien mentionné, il s'en mêle les pinceaux. Vraiment les Timbers de Portland qui en ont eu des situations chaudes, mais qui n'ont jamais su être efficaces, lucides dans le dernier jet. C'est ça, avoir assez de sang-froid, Vincent. Et constat peut-être un peu plate, c'est peut-être le talent d'Atlanta qui lui aura permis de moins trembler au moment les plus cruciaux. J'entends Joseph Martinez et Escobar aussi. Ballon pour Blanco. Veut déclencher à l'intention d'Asprilla. Un peu trop d'angle, voilà Garza. Ok. Est allé d'une belle fête là, pour mystifier Asprilla. Greg Garza qui lui aussi était dans une certaine mesure au cœur d'un match dans le match. Greg Garza qui est international américain, j'aimerais dire qui était international américain, Greg Garza. Et avec le nouvel entraîneur, va tenter de faire compétition à Villafania qui est l'autre défenseur gauche de ce match. Les deux joueurs, Garza et lui, pourraient être dans le futur de la sélection américaine et du nouveau sélectionneur Greg Berhalter. 85e, Brad Guzan qui prend tout le temps du monde pour remettre. Alors qu'il va sortir, ça sera repris par les Timbers. Diego Valéry qui n'a remporté que 2 de ses 10 duels dans le match. Il doit peser dans ces dernières minutes. C'est surtout le numéro 10, son coéquipier, son ami Sébastien Blanco qui est au cœur de tous les bons jeux. Que Portland aurait besoin d'un autre éclair de génie de Diego Valéry pour y croire, ne serait-ce que quelques minutes supplémentaires. On a fait faute sur Blanco. Voilà une occasion assez intéressante là. On a 30-35 mains. La foule qui n'a jamais abandonné dans ce match. Et qui aura été au cœur de cette rencontre. Hein. Et on est très loin de l'esprit viking à Atlanta, mais on s'est approprié cette manière absolument incroyable de célébrer, de communier. Directement dans les mains de Guzan. L'esprit viking urbain peut-être. En tout cas, quand 73 000 personnes applaudissent à la manière des Islandais, ça fait quelque chose, je peux vous le dire. Alors qu'il va sortir. Ah ben là, il se commence à se faire tard. Je vous parlais du langage
langage corporel de Valeri il y a quelques instants qui baissait le menton, qui ne se retrouve pas dans des situations très chaudes. Hein, le sort des Timbers ne peut pas être entièrement sur ses épaules. Mais on a besoin de lui. Blanco. Et c'est pour Valeri dans l'axe. Celui-ci, c'est à l'intention de Melano, un peu trop. Appuyé, ça permet à Guzan de reprendre. Il y avait de l'idée toutefois. Exactement, il y avait de l'idée, il a réussi à trouver l'espace. Valeri pour recevoir ce ballon et servir son coéquipier dans l'intervalle. Encore une fois, un petit manque de finition, d'exécution. Et messieurs, il y aura une passation du pouvoir ici au Mercedes-Benz Stadium. Ezequiel Barco va faire son entrée sur le terrain en fin de match. C'est lui qui devra remplacer Miguel Almiron dès l'année prochaine. Un frappe de triangle dans le sol. Belle parade de part de Brad Guzan qui a été sans reproche dans ce match. Qu'on voit de plus en plus, sans qu'il soit vraiment inquiété, qu'a réalisé une très grande parade par contre en fin de première mi-temps sur Jérémy Ebobissé. Il a joué son rôle lui aussi. Et on aura beau vanter l'attaque d'Atlanta tout au long de la saison, la participation du talent que sont Almiron et Martinez, la défense d'Atlanta dans ces séries a été excellente. Voilà, ben, deuxième changement. Non, pas encore. On va attendre quelques instants. Et tu as raison de souligner la défense parce que c'est ça que ça prend pour gagner un tournoi. La saison régulière, c'est une chose. Mais on a bien senti qu'Atlanta, de par l'expérience peut-être de Tata Martino, s'était adapté dans l'attitude, dans la tactique pour gagner ce tournoi que sont les séries éliminatoires. Ça veut dire être plus solide défensivement, parfois jouer de manière plus pragmatique et surtout être flexible. On a vu un Atlanta qui pouvait presser, qui pouvait posséder le ballon, mais qui pouvait aussi absorber la pression. Le jaillissement de Larentowicz comme une dernière preuve là, des performances défensives d'Atlanta. On en voit maintenant pour Villalba. Dans le passage de défenseur, il est passé Villalba dans la surface. Robert derrière pour Nagby. On laisse pour Gressel, la frappe de Gressel qui le fait monter. Un souvenir pour les partisans. Ouais, Almiron qui était resté à terre pendant toute la séquence, qui se relève tout en boitillant un petit peu au milieu de terrain. On espère qu'il pourra sortir dans de bonnes conditions. Et là même Greg Garza qui est resté au sol. Là ça semble plus sérieux par contre dans le cas de Garza. Est-ce que c'est une crampe? Est-ce que c'est musculaire? Ça va laisser et pas nécessairement en accord avec la gestion du match des arbitres. Il y a M. Limas Agafi aussi qui est le quatrième officiel. Lui aussi est en nomination à titre d'entraîneur de l'année. Vous entendez la foule, c'est le deuxième changement pour Atlanta. Sur un simple coup de fil de Tata Martino alors que ce club n'avait jamais joué un seul match de soccer et qui s'attendait sûrement pas à vivre dans une telle enceinte avec une telle ambiance, des spectateurs qui n'ont rien à envier à ce qui se passe en Amérique du Sud. Et ça témoigne quand même d'une grande confiance de Tata Martino. Faire sortir Joseph Martinez, Miguel Almiron, oui, on est dans le temps additionnel, mais on sait qu'on a gagné cette coupe a priori et on peut se permettre de faire ça. Repris par Chara, ça sort la Coupe MLS. Les 73 000 spectateurs ici peuvent presque y toucher.
qu'il y aura un troisième et dernier changement. Chris McCann, un joueur vétéran, va prendre la place de Greg Garza. Qui a été visiblement prontocrante dans cette fin de match. Un changement pragmatique. Remise en touche de Valentine. Cherche à se briller dans la surface. Tente de se retourner. C'est enfargé dans ce ballon. C'est McCann. Première touche de balle depuis son entrée. Envoie devant. Intention de Villalba. Ça sera géré derrière par Liam Ridgewell. On est dans les arrêts de jeu. 5 minutes d'ajouter à ce match. 3 minutes nous séparent de ce trophée. Ridgewell. Entre les lignes, c'est pour Melano. Réussit à tourner. Il doit se méfier. Garde la possession. À Powell sur sa droite. Demande un appel qui ne viendra pas. En débordement, c'est Melano qui veut servir au deuxième poteau. Il est sorti de Guzan. Plein d'autorité, Brad Guzan, qui, quand on parle du besoin des gardiens d'être vigilants sur les centres, dans le domaine aérien, de faire ce genre de sortie pour rassurer la défense. Vous voyez le signal de confiance qu'il amène en sortant, en sautant presque sur le dos de ses défenseurs, de ses coéquipiers. C'est ça sur phase de réparation et il le montre. Et quand on devra faire les comptes à savoir qui est le joueur par excellence de ce match en partie, Brad Guzan devra être sur la liste ou dans les passés des votants. La foule qui se tient prêt à exploser. Tout le monde est debout au Mercedes-Benz Stadium. Et c'est compris la Timbers Army qui aura été aussi très en voie. Il faut dire qu'on ne leur avait pas offert beaucoup de billets aux partisans des Timbers de Portland. Ça a choqué dans l'Oregon. Ça a choqué aussi le propriétaire des Timbers. Et ça, cette faute de Chris McCann. Alors on a tardé à sortir les cartons, mais là on n'hésite plus. Et c'est vrai que c'était du pur anti-jeu. Et c'est mérité. Regardez comme il est battu, comme il va tenter ce tacle, plein de désespoir, même s'il ne fauche pas son vis-à-vis, c'était vraiment pas un geste qu'on aime voir. Plus ou moins une minute à faire, alors qu'on a un bon jeu d'enlever notre maillot chez les partisans. J'insiste là-dessus parce que c'est la première finale dans un stade couvert en MLS. Ça aide. Voilà Gressel qui va reprendre. A glissé derrière la défense. Villalba arrive dans la surface. Villalba a dévissé sa frappe. Peut-être trop enthousiasme avec la chance qui s'offrait à lui. Les bouteilles de champagne étaient déjà débouchées pour fêter ce but et probablement le coup de sifflet final dans la foulée.